Bienvenue dans i24net, le magazine qui regarde l'actu à travers les réseaux sociaux et décrypte avec vous ce média devenu incontournable. Au programme, cette semaine, alors que l'Iran revient dans le concert des nations et que l'Égypte marque les 5 ans de son soulèvement, on va s'intéresser aux rapports très ambigus qu'entretiennent les régimes totalitaires avec Internet, des révolutions arabes au verrouillage systématique des réseaux sociaux. Nous verrons comment d'un outil de liberté, Internet risque de devenir un outil de surveillance pour les dictatures. On en parlera avec notre invité Rony Edry, activiste en ligne et créateur du mouvement Israël Love Iran. Ils utilisent Internet pour changer le monde et chaque semaine, Chloé Demoulin vous les présente. Cette semaine, vous verrez comment des profs de Détroit ont tiré la sonnette d'alarme sur l'insalubrité de leur école et ce, grâce à Twitter. Et puis on terminera cette émission avec un condensé des images qu'il faut avoir vues sur le net cette semaine. Et i24net, c'est aussi le regard des internautes sur les événements. La semaine vue du net, c'est tout de suite et c'est l'actu en tweet. Manifestations, pillages et échauffourées ont agité les rues tunisiennes ces derniers jours. Des contestations d'une violence inédite depuis la révolution de 2011. En cause, le chômage des jeunes qui atteint les 30%, la corruption et l'abandon de certaines régions du pays comme la ville de Kasserine, épicentre de la contestation. Si le mouvement ne passe pas par Internet, il y est beaucoup commenté. Linda, enseignante tunisienne, dénonce la réponse brutale des autorités devant les mêmes demandes des régions toujours aussi marginalisées. Le gouvernement, par la voix de son Premier ministre, Habib Essid, a demandé de la patience et de l'optimisme. Stéphane Melser se demande avec une pointe d'ironie pourquoi n'y a-t-on pas pensé avant. Pour Amira Yayaoui, activiste tunisienne, arrêter la corruption, le clientélisme, les passe-droits, le mépris des gens ne coûtent pas d'argent et ne demandent aucune aide. Une situation résumée par un dessin de Willis from Tunis, beaucoup partagé sur le net, dans lequel un jeune chat dit devoir trouver un travail pour pouvoir corrompre un fonctionnaire qui lui accordera un emploi. Un sentiment d'impuissance face au système partagé par de nombreux Tunisiens, notamment les plus diplômés. Tempête et polémique sur les Oscars. En cause, le manque de diversité pointé par le réalisateur Spike Lee sur son compte Instagram. Il proteste contre le fait de ne voir aucun noir nominé pour la célèbre statuette parmi les 20 concurrents, et ce pour la 2e année consécutive. Le hashtag #OscarsSoWhite est vite devenu viral et des acteurs comme Will Smith ou Omar Sy ont approuvé le boycott de la soirée. Les internautes reprochent aux membres de l'Académie un manque de représentativité de la société américaine et les accusent à demi-mot de racisme. Pour Dakari, jeune New-Yorkais, les Noirs Hollywood ne sont là que pour jouer les esclaves ou les seconds couteaux. Point de vue opposé pour Faustine qui pense que vouloir absolument des Noirs dans une remise de prix, c'est faire fi du talent. Devant l'ampleur de la polémique, l'Académie des Oscars réagit via un communiqué annonçant un renouvellement des 6200 votants pour plus de diversité. Des votants qui, comme le rappelle Breaking 3.0, sont à 94% blancs et à 76% des hommes. Un détail qui n'échappera sûrement pas au comédien Chris Rock, acteur noir et maître de cérémonie de ses 88e Oscars. 5 ans de la révolution égyptienne, trouble en Tunisie et retour de l'Iran dans le concert des nations. Autant d'actualités qui nous poussent cette semaine à nous intéresser aux rapports tendus entre les régimes autoritaires et Internet. Blocage de sites ou emprisonnement de blogueurs. Des pays comme la Chine, l'Arabie Saoudite ou la Corée du Nord considèrent Internet comme un dangereux facteur de déstabilisation. Les dictatures ont-elles raison de se méfier d'Internet? Historique élément de réponse avec Chloé Demoulin. Égypte, Libye, Tunisie, autant de dictatures tombées en partie grâce aux réseaux sociaux du début des années 2010. Lorsqu'un vendeur ambulant s'immole fin 2010 en Tunisie, c'est sur Facebook et Twitter que l'information circule, puis que la contestation s'organise. Une mobilisation virale et massive qui, relayée par la rue, entraînera en quelques semaines la fuite du président Ben Ali. Accélérateur de mouvements sociaux, Internet semble dans un premier temps avoir ébranlé les pouvoirs autoritaires. Les dictatures sont maintenant plus vulnérables qu'elles ne l'ont jamais été auparavant. En partie, mais pas totalement, en raison du transfert du pouvoir de l'État à l'individu. Si l'exemple tunisien reste une relative réussite, le cas iranien démontre que le pouvoir d'Internet a ses limites devant la répression armée. En 2009, la jeunesse iranienne conteste la réélection de Mahmoud Ahmadinejad aux élections présidentielles. Les étudiants descendent dans la rue et l'image du meurtre de la jeune Neda catalyse la colère sur les réseaux sociaux.
On parle alors de révolution verte et de révolution Twitter, un soulèvement maté dans le sang, 150 morts. Des épisodes qui ont poussé certains régimes totalitaires à renforcer la censure et leur contrôle sur Internet, pages web filtrées ou bloquées, création de réseaux sociaux officiels surveillés. Selon Reporters sans frontières, un tiers des internautes ont un accès limité à la toile. Parmi les régimes les plus durs, la Chine, où le mot-clé jasmin, synonyme de la révolution tunisienne, a par exemple été interdit. La Syrie, où les communications et Internet ont été régulièrement coupés par le régime depuis le début du conflit, ou encore la Turquie, où des sites pro-kurdes ont été fermés et où Twitter a purement et simplement été bloqué. Il y a eu une énorme ouverture de l'espace médiatique grâce à Internet, grâce aux espaces numériques. Mais on doit garder à l'esprit que cela a aussi donné au gouvernement des moyens de réprimer les peuples, d'espionner. On a des régimes très répressifs qui utilisent les médias sociaux et Internet pour pister les gens. Internet se serait-il retourné contre ceux qui se battent pour la liberté ? 47 internautes et citoyens journalistes ont été tués dans le monde en 2012 et aujourd'hui, près de 180 personnes sont incarcérées pour leur activisme sur le net. Le Vietnam procède par exemple régulièrement à des arrestations et prononce de lourdes peines de prison. Mais en dépit de l'essoufflement du printemps arabe et des risques encourus, beaucoup d'internautes continuent à défier les régimes totalitaires, à l'image du blogueur Raif Badawi, toujours emprisonné en Arabie Saoudite et condamné à 1000 coups de fouet, son tort, avoir publié un blog. J'accueille sur ce plateau Chloé Demoulin, journaliste Yves24net, et vous donc Ronnie Edry. Alors Ronnie, vous êtes le créateur de la Peace Factory, du mouvement Israël Love Iran, c'est-à-dire que c'est un mouvement que vous avez lancé en 2012. Vous avez eu l'idée un soir de poster une photo pour dire aux Iraniens eh bien, que vous les aimiez. Depuis, ce mouvement est devenu mondial et vous êtes en contact donc quotidien et un contact constant avec des activistes et opposants de par le monde et en Iran notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement comment ces personnes très surveillées qu'on a vues dans le reportage arrive à contourner les interdictions et les censures? Eh bien, en fin de compte, ils ne sont pas si surveillés que ça, surtout par rapport à l'Iran. On croit que c'est complètement fermé, que c'est bloqué et tout ça. Mais en fin de compte, les gens en Iran, ceux qui veulent accéder à Facebook, entre autres, ou à YouTube et tout ça, il n'y a pas de problème. Ceux qui préfèrent ne pas prendre de risques, ils passent par des VPN ou des proxy serveurs. Donc, en gros, c'est des espèces d'applications qui vont permettre à votre ordinateur de faire croire que vous êtes ailleurs. Donc, en fait, vous êtes en Iran, mais vous êtes à connectez Téhéran, de France. Vous êtes à Téhéran, vous êtes à Shiraz, et vous faites croire à votre ordinateur que vous êtes connecté de Paris, de New York, de San Francisco, et vous parlez donc à des gens sur Facebook qui savent où vous êtes. Alors moi, je voulais vous faire écouter ce que dit Salil Shetty, le secrétaire général d'Amnesty International, sur l'efficacité supposée des réseaux sociaux contre les dictatures. Je dis toujours que quand des individus se tiennent debout devant des chars à la place Tahrir, ils ne sont pas sur Twitter ou sur Facebook. Au final, c'est le courage de ses convictions, de ses passions, de ses croyances qui est au cœur de ce dont nous parlons. Et c'est ce pourquoi Amnesty se bat. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement on n'exagère pas le pouvoir des réseaux sociaux ? Non. Parce que pour pouvoir être devant les tanks, il faut pouvoir s'organiser. Et les réseaux sociaux, c'est eux qui vont permettre aux gens de s'organiser, de communiquer, de se rencontrer, de créer un réseau, de faire passer l'information. Et sans Twitter, Facebook, YouTube, on n'aurait jamais eu ce qu'il y a eu en Tunisie, Wall Street, Occupied, et j'en passe, et d'autres. Et le végétarianisme en Israël. Ok. Alors on va se tourner vers Jean-Marc Bourguignon, alors qui travaille pour Reporters sans frontières. Jean-Marc, vous êtes consultant sécurité numérique pour le Proche et Moyen-Orient. Alors on a vu ces derniers jours que des policiers sont venus fouiller des profils Facebook de jeunes Égyptiens par peur d'un nouveau soulèvement. Est-ce que vous pensez que finalement Internet s'est retourné contre ceux qui l'avaient utilisé il y a 4-5 ans comme un outil de surveillance? Oui, bonjour. Je commence à le penser. Au début, je pensais qu'Internet se retournait systématiquement contre les régimes ou les pouvoirs qui bloquaient Internet. C'était le cas en Égypte, parce que j'ai fait partie du collectif Télécomics qui a aidé les Tunisiens et les Égyptiens à faire passer des vidéos sur YouTube. Je pense encore que c'est un petit peu le cas, que Internet ne se retourne pas contre ceux qui l'ont utilisé. Internet, c'est vraiment ce qu'on en fait. Et actuellement, évidemment, les régimes et les gouvernements ont pris une main, parce qu'ils ont la technique, et c'est mis à jour. Donc, quand on voit la menace, on l'identifie,
on arrive toujours à la contourner. Donc je suis encore je suis optimiste de ce côté-là. Je sais que je travaille régulièrement avec des activistes de divers pays du Moyen-Orient, comme par exemple la Syrie où on a mis à jour le monitoring de masse par l'entreprise Bluecoat, la même qui sous-traite en Égypte, par Égypte, une société. Du moment que la menace est identifiée, les gens ils sont au courant, donc qui sont espionnés ou qui sont lus éventuellement. Donc ils modifient leur façon de communiquer. Merci beaucoup. Alors, Ronnie, vous qui parlez, je vous l'ai dit, quotidiennement avec les activistes du monde entier, est-ce que vous sentez moins d'enthousiasme ou peut-être plus de prudence que par rapport à ces révolutions arabes d'il y a 4-5 ans ? Je ne sais pas s'il y a moins d'enthousiasme, il y a autant de projets, il y a autant de gens qui font... Je pense que les réseaux sociaux, ce qui réussissent à faire, c'est à démocratiser, on va dire, l'info et à faire passer l'info. Donc ça met peut-être plus de temps que ce qu'on croyait que ça allait mettre, mais ça permet quand même de communiquer. Et même si certains pays essayent de verrouiller, essayent de fermer, de faire peur aux gens, il y en aura toujours, sur un qui va être arrêté, il y en aura toujours des millions qui vont... D'autres révolutions sont possibles aujourd'hui ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut pas envisager une révolution sans l'aide des réseaux sociaux. Mais quand je parle des réseaux sociaux, c'est pas obligatoirement Facebook ou Twitter. Ça peut être par exemple WhatsApp ou des applications qui vont permettre aux gens de s'organiser et de communiquer. C'est communiquer entre eux plutôt que communiquer à l'extérieur. C'est surtout de s'approprier sa communication et de ne pas passer par le gouvernemental pour pouvoir communiquer. Merci beaucoup Ronnie. Vous restez avec nous. On va passer maintenant à l'internaute qui change le monde. Alors Chloé, chaque semaine, vous nous présentez un internaute ou des internautes qui ont utilisé l'outil Internet pour faire bouger les choses, changer la vie de leur quartier ou changer le monde. Et cette semaine, on va parler de profs à Détroit. Tout a commencé il y a quelques semaines avec la publication sur Twitter de ces photos. Vous allez les voir, des dalles rongées par l'humidité qui tombent du plafond, des toilettes cassées, des champignons qui poussent sur les murs. D'accord. Et même des rongeurs. On pourrait croire qu'il s'agit de bâtiments abandonnés, mais en fait, il s'agit des écoles publiques de Détroit, l'ex-grande capitale de l'automobile située à 2 heures de vol de New York. Cela faisait des mois que les enseignants se plaignaient de la situation et surtout de l'absence de réponse de la municipalité. Bien, ils ont décidé de se saisir de Twitter, de créer un compte baptisé Teach Détroit, prof de Détroit, et de publier ces photos terribles avec le hashtag Support DPS Teachers, c'est-à-dire soutenez les profs de Détroit. Résultat, leur revendication qui ne se faisait pas entendre jusque-là est subitement devenue ultra médiatique. Beaucoup d'internautes ont repris le hashtag Support DPS Teachers et plusieurs chaînes américaines ont même envoyé leurs caméras sur place. Regardez. Les enseignants demandent de meilleures conditions de travail et d'apprentissage. Nous rejoignons en direct notre correspondante Jane Park qui se trouve dans le nord-ouest de la ville. Alors Chloé, c'est bien ce genre de mobilisation, on voit qu'au moins on en parle, mais est-ce que concrètement des travaux vont être lancés suite à cette initiative ? Alors pour ce qui est de Détroit, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais en tout cas l'affaire est remontée à l'échelon politique, puisqu'Hillary Clinton s'est fendue d'un tweet de soutien. Personne ne pourrait tolérer ces conditions dans un quartier sain. Les étudiants et les enseignants de Détroit méritent mieux, a-t-elle affirmé en partageant les photos des enseignants. Le président Barack Obama a aussi rencontré le maire de Détroit, une ville qui croule en fait sous les dettes. Mais pour répondre à votre question, Rudy, d'autres mobilisations sur les réseaux sociaux ont déjà prouvé leur efficacité. Je vous donne un exemple qui a fait date. Fin 2014, Greenpeace a diffusé une vidéo montrant une marée noire qui engloutit un monde fait en Lego. L'objectif était de dénoncer le partenariat entre la marque de jouets et le géant du pétrole Shell. Eh bien, le petit film partagé, liké, tweeté et vu de plus de 6 millions de fois a finalement poussé Lego à renoncer à ce partenariat. Donc ça peut fonctionner, ce genre de mobilisation. On espère que ça se finira bien pour les enseignants Détroit. Allez, on finit avec toutes les images qu'il faut avoir vues cette semaine pour avoir l'air très connecté. C'est 1 minute sur le net. Alors que la tempête Jonas s'abat sur l'est des États-Unis, les images spectaculaires envahissent le net, prises depuis Times Square, un zoo ou encore depuis l'espace par l'astronaute américain Scott Kelly, actuellement en mission dans la Station spatiale internationale. Mais les clichés les plus originaux viennent de Minneapolis où les habitants ont décidé de faire geler leurs vieux jeans et de poster la photo sur les réseaux sociaux. Pour réaliser ces frozen pants, il suffit de les tremper dans l'eau et de les exposer au froid glacial quelques minutes.
Semaine bien chargée décidément pour l'astronaute américain Scott Kelly que l'on retrouve dans cette vidéo virale postée par la NASA. On y voit le scientifique jouer au ping-pong avec en guise de balle une goutte d'eau, un effet rendu possible grâce au caractère hydrophobe de la surface des raquettes, une manière comme une autre de fêter son 300e jour dans l'espace. Si vous pensez que vos clichés postés sur les réseaux sociaux sont terriblement originaux, Aerofant, un musicien lyonnais, vous prouvera le contraire en 2 minutes 30. Pour son dernier clip, il a compilé des milliers de photos trouvées sur internet. À Pise, au sport ou au resto, l'artiste pose la question, les internautes réputés pour leur inventivité ne manqueraient-ils pas finalement un peu d'originalité ? Voilà, c'est tout pour ce tour de l'actu vue du web. Merci Ronnie, merci Chloé. Je rappelle Ronnie, votre page Israël Love Iran sur Facebook et Peace Factory. Alors n'hésitez pas vous à interagir avec nous sur les pages Facebook d'i24 News, d'i24 News et via le hashtag i24net, Newsnet. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau numéro de votre magazine. Tout de suite, un nouveau point sur l'actu sur i24 News.